Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième session de questions-réponses concernant l'administration de Culture Tech. Moi, je suis Guillaume Favier-Niréré, donc je travaille à l'Institut français Paris et je suis le responsable du projet. Je suis accompagné en coulisses par Marie-Charlotte Baoudour, qui sera là pour justement répondre à vos questions. Euh, Tout d'abord, au niveau technique, donc on recommande en général l'utilisation et l'accès au webinaire plutôt sur le navigateur Google Chrome. Il semblerait qu'il soit moins problématique. Si vous avez des problèmes de son et aussi d'image, n'hésitez pas à recharger la page de votre navigateur. Vous pouvez, et c'est ce que je vais faire tout de suite, désactiver les notifications de chat en cliquant sur la petite cloche en haut à droite de votre écran. Voilà. Nous avons indiqué quelques questions dans l'onglet sondage, n'hésitez pas à y répondre, et notamment sur son utilité. Celui-là, nous publierons ce sondage à la fin du webinaire, donc restez bien jusqu'à la fin, ce sera vraiment très utile pour nous. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, comme ça on pourra y répondre à la fin de cette petite session, où l'objectif c'est de pouvoir répondre aux questions qui ont déjà été posées en amont de cette session, qu'on a pu préparer. Et si vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas à justement pouvoir poser des questions dans cet onglet questions. Voilà, donc je vais pouvoir débuter, il me semble que j'ai tout dit. Vous savez donc, nous sommes en période de confinement, je suis à mon domicile et j'ai la joie d'avoir un voisin qui fait des travaux aujourd'hui, donc peut-être que parfois on entendra un petit peu quelques bruits. Normalement, ce n'est pas très fort et ce n'est pas très long, mais n'hésitez pas à éventuellement me le signaler, on pourra peut-être ajourner cette session si c'est trop compliqué de me comprendre. Voilà, je vous prie tout d'abord de m'excuser pour ça. Donc c'est parti, je reprends là où j'en étais donc sur les précédentes sessions et notamment on va parler beaucoup dans cette session des collections et notamment du prêt de livres numériques en bibliothèque mais aussi de livres audio et on va aussi parler des statistiques puisqu'il y a eu vraiment sur ces deux sujets beaucoup de questions. Donc tout d'abord, il y avait une question qui nous venait du Maroc qui était est-ce qu'on peut avoir une idée des quotas par livre donc j'en avais un tout petit peu parlé, je vais vous partager mon écran. Comme ça, ce sera plus simple. Hop là. C'est parti. Mon écran est partagé. Donc normalement, tout est bon. Vous voyez Culture Tech. Donc vous voyez la plateforme. Quand vous allez, vous descendez. Je vais agrandir un peu le zoom pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Pour que vous puissiez voir le quota de livres, quand vous êtes connecté avec votre compte administrateur, quand vous cliquez sur une notice quelle qu'elle soit, quand vous cliquez ici sur « Accéder aux livres », voilà, vous descendez. Donc là où un utilisateur pourra décider, lui, d'emprunter un livre ou éventuellement de ne consulter que l'extrait, vous avez la possibilité de voir la disponibilité de ce livre. J'en avais parlé rapidement, et là, je vais vous montrer justement là où vous pouvez avoir ces informations et vous allez pouvoir les comprendre, c'est la différence entre accès restant et accès simultané. Certains livres, ce n'est pas le cas, c'est pas la même règle pour tous, puisque ces règles sont fixées par les éditeurs. Certains livres peuvent être prêtés un certain nombre de fois. Alors, hop, connectivité, Feedbooks. Feedbooks étant un libraire de livres numériques, et donc collectivité, c'est leur magasin pour justement les collectivités telles que les bibliothèques municipales. Donc si je vous montre, voilà, vous voyez que sur certains livres, par exemple ici, le livre pourra être prêté 20 fois et 20 fois en simultané. Il n'y a pas de différence, et donc c'est exactement la même chose qu'il se passe ici sur ce livre-là. 50 prêts et 59 et 59 en simultané. Voilà. Si on prend un autre livre, par exemple, prenons, je ne sais pas, un livre de Modiano, donc qui est chez un autre éditeur. Le temps que ça charge. Le temps que ça charge. Alors, on va essayer de faire la même recherche sur Culture Tech. Vous verrez. Un livre de Modiano, si par exemple on prend son dernier qui est Encre sympathique,
On peut essayer de le chercher ici. Donc, je descends. J'aurais dû chercher encre sympathique tout de suite. Mais vous allez voir, on va s'en servir. Voilà. Prenons par exemple celui-ci. Nos débuts dans la vie. Le livre va pouvoir être emprunté 25 fois, mais seulement 5 fois en simultané. Ce qui fait que si jamais vous voulez, si nous avons sur Culture Tech 10 lecteurs en simultané, il va nous falloir nous prendre 2 exemplaires de ce livre, donc qui nous permettront d'avoir 50 prêts en tout, mais seulement 10 en simultané. Quand on est sur Culture Tech, on retrouve ces informations. Vous voyez, là, on est sur des multiples de 5. Donc, on est bien sur 15 prêts simultanés. Donc, nous, on avait pris au moins 3 exemplaires de ce livre. Et donc, accès restant, c'est le nombre d'exemplaires qui était possible d'emprunter, multiplié par le nombre d'exemplaires que nous, on avait pris, exemplaires numériques, moins l'utilisation qui en a été faite. Voici. Et chez d'autres éditeurs, si par exemple, on va prendre un livre de Lionel Trouillot, qui est édité chez Actes Sud, Modiano est édité chez Gallimard. Donc chez Actes Sud, la règle elle est différente. Vous voyez, voilà, je prends par exemple Lionel Trouillot, Parabole du failli. Lui, ce livre, quand on l'achète, nous, on va bénéficier donc de 30 prêts, mais seulement 10 en simultané. 10 en simultané, c'est plus que ce que fait Gallimard, par exemple. Donc, voici. Et donc, quand on clique sur le coût d'un livre, vous pouvez voir un coût d'un livre numérique pour nous. Je me suis perdu, je ne retrouve pas le prix de celui-là, mais vous pouvez voir le prix des autres. Vous voyez, il coûte entre 20, 17 et quasiment 30 euros. Certains livres sont beaucoup plus... ont un autre mode de fonctionnement. Je prends l'exemple du livre de Gaël Faye, qui est édité chez Grasset. Et vous allez voir la différence sur Culture Tech. Voilà. Donc là, par exemple, son livre chez Grasset. Ici, Petit Pays. Sur Culture Tech, nous avons 2 exemplaires en simultané. On pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup, oui, mais accès restant, vous voyez que là, vous ne faites pas d'erreur. Je vais essayer de m'y retrouver, mais en gros, nous allons pouvoir emprunter le livre plus de 14 millions de fois. On a donc de la marge, voilà, parce que le principe chez Grasset, c'est de pouvoir prêter les livres en illimité. Mais par contre, il n'en prête qu'un seul en simultané. C'est ce que nous allons voir dans le catalogue du libraire. Vous le voyez ici, un seul prêt à la fois. Voilà. Ce sont les règles d'éditeur. On est obligé de composer avec cela. Et donc, je ne trouve pas le coût du livre de Gaël Faye, décidément. Je suis sûr qu'il est sous mes yeux, mais tant pis. Tant pis, écoutez. Mais on est à probablement une quarantaine d'euros, donc c'est plus cher que ce que valent les autres livres qui sont chez, par exemple, Actes Sud et Gallimard, mais qui peuvent être prêtés plusieurs fois d'affilée. Mais celui-là, vous voyez, il n'y a pas de limite. Chaque livre, c'est à peu près 1 million de fois. Donc, c'est énorme. Hein. Aucun livre n'est prêté 1 million de fois. On a vraiment le temps de voir venir. Mais vous voyez un petit peu la différence, donc, et la façon dont nous, on doit jongler. Vous, en tant qu'administrateur, vous avez accès à ces informations. Ce qui fait que, pour un livre, n'hésitez pas à nous dire, quand vous organisez des clubs de lecture, quand vous organisez éventuellement des rencontres, à nous en informer pour que nous puissions mettre à disposition plus d'exemplaires et en fonction de l'audience que vous allez avoir. Voici pour cette première question et je pense que j'ai répondu en fait à plusieurs des questions qui vont venir. Au sujet des prêts numériques, une des questions c'était si l'usager a emprunté déjà ces 5 documents par mois, vous allez le voir, est-ce qu'il a la possibilité de rendre son dernier avant la date de retour pour libérer éventuellement un livre du prêt? Oui, absolument, c'est tout à fait possible. Tout d'abord, vous le savez, devant les discussions qu'on a pu avoir, nous avons augmenté le quota de livres à 7 par mois, donc ce n'est plus 5. L'objectif, c'était de pouvoir répondre à la demande de confinement. Et donc, quand on rend un livre, on a la possibilité de se libérer un quota. Vous avez vu que, pour moi, avec mon compte, je n'avais plus la possibilité, notamment parce que là, dès à présent, j'ai 5 livres qui sont actuellement empruntés. Si je veux pouvoir m'en libérer un, il suffit de le rendre.
Pour le rendre, par contre, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on ne peut pas le faire directement sur CultureTech, mais on peut le faire via le logiciel où on a emprunté un livre. Donc, si vous voulez, je vous propose de procéder à un retour de livre, et puis à un prêt de livre, pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Donc, je vais changer mon partage d'écran. Je vais changer mon partage d'écran et je vous repropose de partager l'écran de mon logiciel justement de gestion de ma bibliothèque. Donc, hop. Voilà. Donc, normalement, vous voyez, c'est tout bon, c'est tout bon. Ici, vous voyez, donc là, dans ma bibliothèque, j'ai un seul livre, L'Homme Volcan, de Mathias Malzieu. Je l'ai fini, 24 pages sur 26, j'étais à la fin. Je veux donc le rendre avant sa date d'expiration. Vous avez vu, c'est 29 jours. Donc, c'est très simple. Je fais, donc là, je suis dans ma bibliothèque. Hein. Je fais un clic droit et je fais rendre un élément emprunté. Voilà. On me demande si je veux être bien sûr. Alors oui, je confirme. Je l'ai lu jusqu'au bout. Tout va bien. Et donc, il disparaît de ma bibliothèque. Je ne peux plus le lire. Alors, je n'ai pas de liseuse à ma disposition là pour vous montrer, mais le livre, si la liseuse est connectée sur Internet, elle sera automatiquement, le livre sera automatiquement rendu. Je vais à nouveau changer mon partage d'écran. Alors, je vais faire quelque chose de plus simple. Je vais faire un partage total de l'écran. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça, je n'aurai pas besoin de jongler. Voilà. Donc, si je veux à nouveau emprunter un livre, donc vous allez voir, je suis peut-être allé un peu vite. Je suis allé dans mon compte et j'ai cliqué sur Prêt numérique en bibliothèque. Donc, la page s'est rechargée et vous allez voir. Alors, hop, hop. Je la recharge. Bien. Et vous allez voir, il n'y a plus que 4 prêts. Mon livre, L'Homme Volcan, a disparu. Parce qu'effectivement, il a bien été rendu. Par contre, dans l'historique de prêt, là, on pourra le retrouver pour savoir ce que l'on avait emprunté. Si je décide d'aller emprunter donc, un nouveau livre, moi j'ai mon petit livre de test qui s'appelle Le Très Grand Vaisseau parce qu'on a pris plusieurs dizaines d'exemplaires que l'on peut donc emprunter très régulièrement sans gêner. Puisque tous ces prêts ont un coût. Hein. Vous l'avez vu, je l'ai expliqué par rapport au libraire. Donc, ce livre-là, Le Très Grand Vaisseau, donc c'est en train de charger, vérification des exemplaires disponibles. Quand je clique sur accéder, voilà, vous voyez qu'il reste suffisamment d'exemplaires. Voici le nombre de livres d'accès en simultané, donc on est un nombre important, il n'y a pas de problème. Pour ma démonstration, je ne risque pas d'embêter des lecteurs, hein, puisqu'on est suffisamment nombreux. Quand je clique sur télécharger, vous voyez, il y a une fenêtre pop-up qui apparaît. Les règles sont rappelées, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 titres en simultané, possibilité de restitution anticipée, c'est ce que l'on a fait juste avant, et jusqu'à 7 titres par mois. C'est ce qu'on a augmenté il y a quelques semaines. Il y a un rappel sur 4 prêts en cours ce mois-ci. Donc, vous avez désormais, c'est assez nouveau, la possibilité d'avoir différentes DRM. Les DRM, ce sont des verrous qui sont apposés sur les fichiers pour qu'on puisse, les emprunter, mais pas forcément les partager au monde entier. C'est une sécurité qu'ont mis en place les éditeurs pour être sûr que les livres ne soient pas piratés. Donc là, sur cette question, sélectionnez votre application de lecture préférée. Il y a désormais 2 types de verrous possibles, soit le verrou Adobe, on appelle ça la DRM Adobe, soit la DRM LCP, qui est une licence qui est libre et qui, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'enjeu des logiciels libres, mais elle est libre, et ça veut dire que le code est partagé par tous. Je suis finalement rentré un peu dans le détail. Et d'autres applications peuvent justement l'ouvrir. Voici pourquoi tout a été démultiplié. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas, parce que ça arrive, évidemment. Donc là, soit vous mettez la version du logiciel que vous avez, Adobe Digital Edition, qui est le logiciel que nous, on favorise. N'hésitez pas à utiliser sur les
sur les téléphones portables et sur les tablettes, l'application Baobab, qui est l'application développée directement par le consortium d'Illicom, qui est ce consortium qui gère justement toute cette infrastructure du prêt du livre numérique. J'attire aussi votre attention sur Bluefire Reader et aussi sur l'application Aldico, qui est ici. N'hésitez pas à mettre votre version pour être sûr de ne pas avoir de soucis. On a pu constater par le passé quelques petits problèmes de téléchargement entre les différentes versions d'Adobe Digital Edition. Vous voyez, avec la différence que l'on peut faire ici, eh bien, on ne va plus avoir ces problématiques-là. Donc moi, j'ai celle-ci, Adobe Digital Edition, mais si vous ne savez pas, eh bien, vous ne mettez « je ne sais pas », n'hésitez pas. Voilà, ce sera la plus commune qui est téléchargée. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a aussi l'apparition d'une question secrète. Donc vous choisissez ce que vous voulez, vous mettez la réponse qui est adéquate, vous l'enregistrez, comme ça vous n'aurez plus forcément à vous poser la question et vous serez tranquille. Une fois que vous le savez, que vous êtes tout bon, vous cliquez sur télécharger. Donc moi je vais quand même mettre, et je vais même aller vérifier, c'est ici, à propos d'Adobe Digital Edition, je vous montre, c'est la version, hop là, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. La version c'est 4.5.11, donc là on est bon. Quand on retourne ici, c'est un peu compliqué la première fois, je ne vous le cache pas, mais après, ça va tout seul. Donc Adobe Digital Edition 4.5.11, donc 4.5.4 ou 4.5.6, il n'y a pas tellement de différence, donc on peut mettre 4.5.6. Quand on clique sur télécharger, vous voyez, il y a un nouvel écran qui se charge à cet endroit-là, nouvel onglet. Il y a un petit fichier qui va être téléchargé, c'est un fichier .acsm. Il est là. Moi, il s'est chargé à cet endroit-là. Et donc, je clique sur « Ouvrir » et j'ai enregistré, mais vous devez le faire ouvrir via l'application que vous avez téléchargée, qui est Adobe Digital Edition. Le fonctionnement sera le même sur mobile ou sur tablette. Simplement, vous vous orientez non pas vers le logiciel Adobe Digital Edition, mais vers l'application que vous utilisez. Et là, donc, j'ai le livre qui est emprunté. Ça, vous le savez. Et enfin, vous voyez, si on revient dans la bibliothèque, ici, il y a le livre, et si je le souhaite, je pourrais rendre l'élément emprunté. Si vous le supprimez de la bibliothèque, ça ne fait que le supprimer de votre ordinateur, sauf que ça ne le rendra pas. Donc, faites bien attention à ça. Voilà pour cette question. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions, si jamais je suis passé un petit peu vite. Je vais reprendre le déroulé. Tac, tac, tac. Pour la presse, y a-t-il des archives ou bien est-ce que c'est le numéro qui est en cours qui est disponible? Alors, nous avons décidé, c'est notre politique éditoriale, nous avons décidé de ne pas mettre d'archives de la presse sur Culture Tech. La raison, elle est multiple. Tout d'abord, la presse, sachez-le, est notre collection qui a le plus de succès et qui fonctionne le mieux. C'est aussi celle qui est pour nous la plus chère, et donc on a besoin de structurer un petit peu la consommation, et donc pour éviter d'avoir des consultations de magazines auxquelles nous, que l'on ne souhaite pas forcément accompagner, on a décidé de sanctuariser, ce ne sont que les derniers numéros qui sont disponibles. C'est essentiellement pour des questions budgétaires. Si, malgré tout, un de vos utilisateurs s'est connecté et a consulté un magazine de presse ou un titre de journal, s'il a bien renseigné son adresse mail dans son compte Culture Tech, il va pouvoir, via l'application ePress ou via le site ePress.fr, retrouver toute son historique de consommation. Simplement en renseignant son adresse mail. À sa première connexion, il devra créer un mot de passe. Il prend le mot de passe qu'il veut, ça peut être le même que le compte Culture Tech, ça peut être un autre. Et via ce compte, il va pouvoir retrouver systématiquement l'historique de toutes les consultations qu'il aura faites via Culture Tech. Ce qui fait que même si dans Culture Tech, l'archive a disparu, vous pourrez la retrouver sur le site d'ePress. Voilà. On prévoit, et ça j'en parlerai un tout petit peu à la fin, de faire évoluer ce système-là dans le futur projet Culture Tech, et notamment de pouvoir permettre l'accès aux archives.
Euh, voilà. Il y a une question sur les guides touristiques. Je vais repartager mon écran. Ce sont les guides touristiques du Petit Futé. Donc, si je cherche Petit Futé, la question, c'est sur là aussi l'historique. Effectivement, nous avons des guides du Petit Futé régionaux qui datent de 2015. Ils ont bien fonctionné. On est en 2020, on pourrait se poser la question effectivement de leur renouvellement. On pense que peu de choses ont changé d'ici là. Peut-être qu'on se reposera la question pour l'exemplaire 2020-2021. Voilà. Mais on avait acquis ces exemplaires-là, on avait souhaité renouveler chaque année notre abonnement. Donc, on se pose la question des plus récents. Si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas éventuellement à nous le signaler dans le chat, que si vous souhaitez avoir des numéros plus récents, éventuellement d'autres numéros. On s'était cantonné aux guides régionaux français, parce que c'était ce qui nous semblait le plus évident pour toutes les personnes qui fréquentent Culture Tech. Si vous pensez qu'il serait intéressant d'avoir des guides de vos pays, eh bien, pourquoi pas. Ou éventuellement d'autres guides thématiques ou des guides de ville. N'hésitez pas. Pareil, on est bien preneur de vos retours sur des acquisitions de collections. On ne pourra peut-être pas tout faire, mais n'hésitez pas à suggérer, c'est peut-être des choses auxquelles nous, on ne pense pas forcément. Existe-t-il la méthode d'informer les inscrits des nouveautés qu'il y a sur Culture Tech, ou est-ce qu'il y a un moyen technique pour se tenir informé des nouveautés? Donc ça, j'ai évoqué ça dans notre première session de questions-réponses. Aujourd'hui, on a la possibilité. Donc, vous pouvez voir directement sur la... Je vérifie que je suis bien en partage d'écran. Oui, tout à fait. On a la possibilité donc de voir ce que nous, on met en avant sur Culture Tech, des nouveautés bandes dessinées, vous les voyez là, les dernières sorties d'albums, il y a un très très gros travail. On a parlé du blog des administrateurs, il est toujours actif. Les publications des nouveautés BD ont été faites dessus, donc n'hésitez pas à vous tenir informé par ce biais-là. Vous avez, vous, la possibilité de pouvoir vous tenir informé vous-même des nouveautés, de vous créer des rappels. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous lancez, par exemple, une recherche sur l'intégralité du catalogue. Vous cliquez sur la loupe. Si, par exemple, vous voulez savoir quels sont les derniers documents qui arrivent en musique, par exemple, vous pouvez donc cliquer ici sur « Documents sonores ». Vous triez ensuite les documents sur « Année de publication » décroissant. Les documents les plus récents en premier. Vous voyez, ils apparaissent ici. Et vous avez la possibilité, vous avez deux choses à faire. De cliquer sur ce petit mégaphone. Vous cliquez et vous pouvez proposer cette recherche au public. Nouveauté, musique. Voilà. Et je vais mettre juste la date de création pour être sûr que... Voilà. Obligé de mettre mai 2020. Voilà. Ça, c'est juste un pense-bête pour nous. Voilà. De la même manière, donc sur le mégaphone, vous avez la possibilité aussi de s'abonner à cette recherche. Donc ça, c'est une utilisation que vous ferez, vous, en tant qu'utilisateur. Le mégaphone, c'est en tant qu'administrateur que vous pouvez la proposer au public. Donc, si vous vous abonnez à cette recherche, eh bien, vous pouvez dire, voilà, pareil, nouveauté musique. Et vous pouvez cocher sur... Donc, il y a deux choses que vous pouvez faire. Un, si vous validez maintenant, ça va l'enregistrer dans votre compte. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Si vous décidez de les recevoir par mail, donc renseignez bien votre adresse mail dans vos comptes, et puis vous pouvez mettre à quelle fréquence vous voulez recevoir ces informations. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et de cette manière-là, dans votre adresse mail, dans votre boîte mail, vous recevrez les mails qui sont liés à cette recherche. Voilà. Et donc, tous les nouveaux documents qui apparaîtront sur cette recherche. N'hésitez pas à le faire. Donc, je vous remonte. Ici, la petite disquette pour s'abonner à une recherche. Et ça, cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs. Quand vous êtes ici, en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur, vous pouvez aller voir justement les abonnements. Là, vous pouvez voir donc, les recherches qui ont déjà été faites par nous. Elles datent un petit peu. Ça, c'est vraiment le compte utilisateur tout seul. Ici, vous pouvez cliquer sur « Recherche proposée par le portail ». Et vous pouvez voir qu'il y a la recherche que j'ai créée à l'instant, « Nouveauté musique mai 2020 ».
Et pareil, ça c'est accessible à tous les utilisateurs. Ils peuvent donc cliquer sur les abonnements, sur les recherches proposées par le portail. Et là, vous avez cette manière de créer plusieurs recherches et vous pouvez donc inciter vos usagers. Alors, vous enlevez la date. Moi, j'ai juste créé la date pour que vous voyez qu'on l'a fait en direct pour pouvoir s'y retrouver. Mais vous pouvez mettre nouveauté musique. Vous pouvez en créer une autre qui soit nouveauté bande dessinée. Nouveauté presse, on l'a vu, il y a un petit paramètre à corriger, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, etc., etc. Et ça, donc vous pouvez proposer ces recherches, et si un utilisateur souhaite justement être tenu informé, vous pouvez le rediriger vers cette page-là. Je vous remontre où elle est. Vous cliquez sur votre compte, et vous cliquez sur abonnement. Voilà. Là, vous y êtes. Par défaut, on tombe ici sur toutes mes recherches, donc ce sont celles qui sont liées au compte. On peut voir les recherches qui sont suivies, donc forcément, ce sont les mêmes. Et enfin, celles qui sont proposées donc, par le portail. Le portail, c'est vous, c'est nous. Et donc, voici celles que moi j'ai créées. Voilà. C'est une manière de se tenir informé. Vous pouvez vous tenir informé vous-même de ces recherches. Une question sur comment rendre un livre une fois lu. Donc ça, je l'ai montré. C'était une question de l'Institut français d'Île Maurice. Et il y a aussi une question complémentaire, toujours de l'Institut français de l'île Maurice. Lors de formations en interne, avec 6 smartphones, on a réussi à télécharger des livres sur 3 appareils seulement, en suivant la même procédure. Comment expliquer et régler ce problème? Alors, ce n'est pas un problème. On a effectivement la possibilité, en fonction des différents supports de navigation que nous pouvons avoir, de multiplier les copies. Par contre, elles sont effectivement limitées à 3. Nous pouvons donc lire un livre sur son ordinateur, nous pouvons lire un livre sur son téléphone portable et sur sa tablette éventuellement, ou sur des téléphones portables si éventuellement vous en avez 2. Mais ça se limite à ça. C'est une des sécurités qui est mise en place. Donc ce n'est pas un problème, c'est une restriction qui est décidée par les éditeurs. Une question qui nous vient de l'Institut français d'Israël. Est-il possible de rendre en avance un livre à partir d'un iPad, d'une tablette? Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Via les applications, ce n'est pas encore en place. Je pense que ce sont des choses qui seront notamment développées si vous utilisez une des DRM, donc un des verrous qui s'intitule LCP. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible via une application. Voilà, ça c'était pour la question. Maintenant, on a augmenté le nombre de quotas à 7, donc à 5 simultanés. Donc voilà. Si vraiment ça pose des problèmes, n'hésitez pas à nous les faire remonter, c'est vraiment très important pour nous. Voilà. Une question similaire, toujours de l'Institut français d'Île Maurice, mais aussi de l'Institut français d'Israël. Le logiciel, donc l'application Bluefire Reader, ne peut plus être téléchargé sur les tablettes Android, même si c'est toujours possible sur iPad. Oui, en effet, Bluefire Reader est désormais spécifique à iOS. Par contre, vous pouvez avoir accès, donc je vous ai parlé donc, de 2 applications. Les applications Aldico, je vais vous montrer, Aldico application. Donc, vous y avez accès sur iOS et sur Android. Et aussi, l'autre application, c'était, j'ai parlé de Baobab. Baobab d'Illicom, on est sûr de le trouver. C'est celle-ci, parce que Baobab, effectivement, il y a plusieurs applications. Le producteur, c'est Illicom. Je n'ai pas encore testé Baobab. Elle doit bien fonctionner, puisqu'elle est créée par ceux qui gèrent justement ces échanges de droits entre les plateformes. Voilà. Mais ça fait 2 applications supplémentaires et alternatives à Bluefire Reader. Une question de l'Institut français d'Allemagne et de l'Institut français de Russie sur quelles sont les évolutions qui sont prévues au sujet de Culture Tech. Elles sont très nombreuses. Je pense que ça fera peut-être l'objet d'une session particulière, mais en quelques mots. Je vais quitter le partage d'écran et on va revenir sur moi, ce sera plus simple. Les évolutions prévues de Culture Tech. On avait annoncé ça pour 2020, et ce n'est pas forcément lié au contexte, même si ça joue un petit peu, on va accuser un tout petit peu de retard, et donc il y a bien une évolution de Culture Tech qui va avoir lieu, ce sera probablement en 2021.
L'idée, ça va être de pouvoir proposer un service CultureTech qui soit encore plus riche. L'objectif, c'est de faire évoluer la solution technique et notamment de pouvoir permettre l'accès hors ligne à des contenus. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, on veut pouvoir véritablement améliorer ça pour être accessible sur CultureTech en permanence, sans être dépendant toujours d'une connexion Internet. Bien sûr, la connexion Internet est indispensable. On télécharge le contenu, on y accède hors ligne, et après, on peut partir en vadrouille où on veut, et on a toujours accès à ce qu'on a téléchargé. Déjà, une évolution technique par rapport à ça. Deuxièmement, on veut aussi pouvoir proposer aux apprenants de français un environnement pédagogique à la consultation et la découverte des œuvres. Ça, c'est un très, très gros travail, c'est un très gros chantier. On est en train de travailler dessus et on veut pouvoir justement avoir une sorte de bibliothèque de l'apprenant vraiment très haut niveau sur CultureTech. Donc ça, c'est en cours. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'on veut pouvoir assurer la pérennité du modèle économique de CultureTech. Aujourd'hui, vous le savez, la quasi-totalité des dépenses sont prises en charge par l'Institut français Paris. Le projet a de plus en plus de succès à travers le monde. Le nombre d'utilisateurs n'a cessé d'augmenter année après année. Ça veut dire que le coût de CultureTech, lui aussi, a augmenté année après année. Et donc, on doit pouvoir essayer de trouver un modèle plus stable désormais. Et donc, à quoi nous avons pensé, c'est de pouvoir proposer une partie de CultureTech qui est bien toujours accessible aux utilisateurs des instituts français et des alliances françaises, qui ont accès à un certain nombre de collections. Et s'ils veulent avoir accès à beaucoup plus de contenu, les archives de la presse, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, beaucoup plus de collections au niveau de la littérature, au niveau de la bande dessinée, différentes choses de musique aussi. On doit aussi améliorer notre catalogue de musique, avoir accès peut-être aussi à d'autres fonctionnalités, comme des fonctionnalités de dictionnaire, de traduction, d'assistance vocale, etc., etc. Et bien ça, cette partie-là de CultureTech pourrait être payante, devrait être payante. Et c'est par ce biais-là où les dépenses de CultureTech seront donc désormais un petit peu soulagées, puisque si un utilisateur veut plus, il en a la possibilité par un abonnement différent. Voilà en quelques mots, très très simplement, ce que va être l'évolution de CultureTech. C'est bien prévu, ça va avoir lieu. C'est un très gros chantier puisqu'il est vraiment de fond en comble. On repart quasiment d'une table rase, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau du modèle économique, que ce soit au niveau aussi des fonctionnalités. On ne sera pas simplement une bibliothèque de contenu, on va être beaucoup plus que ça, un service de soutien à l'apprentissage du français. Donc c'est voilà, un très gros chantier et ça va avoir lieu dans les prochains mois d'ici l'année prochaine, plutôt la deuxième partie de l'année 2021. Là aussi, on recommuniquera vers vous, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on échange à ce sujet, vous nous écrivez à Marie-Charlotte Baoudour ou à moi, soit sur l'adresse culturetech@institutfrançais.com, soit sur nos adresses mail pro, professionnelles. On peut se prendre un temps d'échange pour essayer d'aborder ça. Peut-être que si les questions sont nombreuses, on pourra reprévoir une session de questions-réponses par rapport à ça. Voici pour cette question. Maintenant, très grand volet, je vais aller vite puisqu'il reste 10 minutes, au sujet des statistiques, puisque c'était vraiment une très très grande question. Donc je vous repartage mon écran, et ce sera le dernier aller-retour, puisque c'est le dernier sujet. Donc, accéder aux statistiques. Quand vous êtes sur votre compte administrateur, vous avez en haut de votre écran une barre noire qui vous permet d'accéder à l'administration et vous avez accès ici sur la droite, Syracuse Analytics. Là, quand vous arrivez ici, vous avez accès justement à toutes les stats de CultureTech. Deux choses avant de pouvoir naviguer. Ici, vous avez un descriptif des différents types de statistiques. Donc l'audience, c'est le nombre de personnes qui se sont rendues sur la plateforme. La recherche, c'est, comme ça l'indique, le nombre de fois où le moteur de recherche a été sollicité. Les documents et les ressources en ligne, il y a une distinction qui est très fine, on l'a expliqué dans le guide administrateur qu'on va vous repartager. Le document, en fait, il s'agit de la notice qui est consultée. Quand je reviens ici, voilà, par exemple, si je cherche à nouveau, je ne sais pas moi, eh bien, écoutez, Mathias Malzieu. Hop. Mathias Malzieu, on a plusieurs choses. Donc ça, déjà, on a sollicité la recherche une fois. La recherche Mathias Malzieu, elle sera enregistrée. Okay, nous avons beaucoup de types de documents différents.
on a un court-métrage, on a un livre, et si on descend, ici, on a de la musique, parce que Mathias Malzieu est chanteur aussi. Là, si je clique sur ce livre qui est Le plus petit baiser jamais recensé, on arrive ici sur la notice du document. Et donc, quand je reviens dans mes statistiques, ici, document, c'est la notice du document qui a été consulté. Donc, ces chiffres seront toujours plus hauts que ressources en ligne. Ressources en ligne, en fait, c'est quand je vais cliquer ici sur accéder, alors pas sur accéder au livre, puisque accéder au livre, c'est une encre qui m'amène ici. Quand j'aurai cliqué sur emprunter, ça va actionner la consultation du document. Si par exemple je le fais au niveau de la musique, donc vous voyez, là c'est un disque qui s'appelle Le Guerrier de porcelaine. Si je clique, donc j'ai consulté la notice, donc c'est comptabilisé, je reviens sur Syracuse Analytics, c'est comptabilisé ici dans Documents. Si je clique sur Découvrir, il y a la page de notre fournisseur de musique qui s'ouvre, donc on va pouvoir avoir accès au disque qui est là. Donc vous voyez, hein, ça vous savez comment ça fonctionne. Et donc là, dans les statistiques, ça va être comptabilisé dans ressources en ligne. Donc il y a bien ce différentiel entre, dans Documents, la consultation de la notice, et ensuite, dans ressources en ligne, c'est quand je dirais l'utilisateur a sauté le pas, et donc il a bien cliqué pour consulter le document en ligne. Voilà. Les autres informations pré-retour, ça va plutôt concerner notamment nos collègues de l'Alliance française de Dublin, qui eux ont souscrit au logiciel SIGB, le système d'informatisation de gestion de bibliothèque, de la société Archimède, donc qui est notre prestataire. Et donc, eux, ils vont pouvoir voir les nombres de prêts et retours liés à ce qui se passe dans CultureTech. C'est fait par l'intermédiaire du SIGB, et donc c'est ce qui se passe avec vos logiciels à vous. Là, pour l'Alliance française de Dublin, c'est directement indiqué. Et donc, ça, c'est pour les types de statistiques. C'est important. Et ici, vous voyez, donc, par défaut, ce qui arrive, c'est un comparatif entre la... Je vais dézoomer un tout petit peu, voilà, pour ne pas avoir trop de problèmes de... Voilà. Ici, on voit l'écran en entier, c'est un petit peu plus simple. Ici, vous avez les différentes périodes. Donc, vous voyez, il y a un comparatif qui est fait des 30 derniers jours. Et donc, on peut voir ici donc, deux courbes qui montrent un petit peu la différence d'utilisation de CultureTech sur cette page. Voilà. En foncé, vous avez donc la consultation la plus récente, c'est les 30 derniers jours, donc ça date du 5 avril au 5 mai. Et ici, vous avez donc la consultation précédente, qui est du 4 mars au 4 avril. C'est un peu trompeur du fait de ce que l'on a rencontré, puisque ce que l'on peut voir, la façon dont on peut interpréter ça, parce qu'effectivement, les courbes ne sont pas du tout synchrones. Ce que l'on peut voir ici, c'est que, en clair, c'est à partir du moment où le confinement a été décrété dans un certain nombre de pays, donc il y a des pics de consultation, l'augmentation a fortement augmenté à partir de là, on est fin mars, deuxième quinzaine de mars. Elle s'est poursuivie ici en avril, avec à nouveau un pic. Et enfin, on est donc à la fin du mois d'avril. Voilà. Ici, vous pouvez voir aussi les nombres de connexions entre les connexions anonymes et les connexions authentifiées. Il faut savoir que quand on arrive sur CultureTech, forcément, la première fois, on est en anonyme puisqu'on n'a pas renseigné son identifiant de compte. Et qu'il faut, je ne sais pas si ça fonctionne pour vous, mais en tout cas, moi, chaque matin, je me réidentifie. Ce qui fait qu'à chaque fois, je vais avoir une connexion anonyme qui est comptabilisée. En parallèle, une fois que je vais m'identifier, ça va recharger. Et donc, il y a une deuxième connexion qui va être authentifiée. Ce qui fait que les chiffres que l'on va avoir par le biais de Syracuse Analytics ne vont pas forcément tenir compte de ce distinguo. Chaque matin, je me connecte, donc ça va compter comme en bleu, connexion non authentifiée. Je rentre mon identifiant, ça va recompter comme une connexion authentifiée. Ce qui fait que pour une seule et même visite, j'aurais déjà été comptabilisé 2 fois. Il y a ces petites subtilités auxquelles il faut tenir compte.
Ici, vous avez la répartition par tranche d'âge, donc c'est lié en fonction de l'âge des utilisateurs quand il est renseigné. Ce n'est pas forcément obligatoire dans tous les pays. Et ici, c'est la répartition par heure de la plateforme. Donc attention, ce n'est pas forcément l'heure de votre pays, donc en fonction du grand décalage horaire qu'il va y avoir, eh bien l'heure sera celle indiquée en fonction de l'heure de Paris. Voilà, donc vous pourrez avoir pour vous des connexions qui auront lieu en plein milieu de la nuit. C'est normal si vous avez un grand décalage horaire avec Paris. Voilà. Ça, c'est pour la partie audience. Vous avez la possibilité de télécharger des rapports sous format CSV ou sous format Excel. Format CSV, vous pouvez l'ouvrir avec Excel, hein, avec le logiciel Excel ou éventuellement avec un logiciel libre comme LibreOffice. Alors je voulais revenir, sur audience. Vous avez la possibilité ici de ne pas forcément comparer deux périodes. Si vous voulez simplement voir les statistiques sur les 5 derniers jours, ça se passe ici. Voilà. Et il y a un truc que je voulais vous montrer aussi, voilà. C'est la différence qu'il peut y avoir au niveau des données. Alors, ça ne se voit pas forcément ici, là, sur cet exemple-là. Mais parfois, on va avoir des données qui sont entre deux informations. Oui, je vais essayer de vous montrer. Alors, je crois que c'est au niveau des mois. Si, par exemple, j'augmente et j'arrête de comparer, et je mets, donc, plage principale, je la mets manuelle, et je vais comparer, par exemple, l'activité qu'il y a eu depuis, alors je vais remettre en avril 2020, voilà. Ça, c'est l'activité qu'il y a eu sur les 12 derniers mois, du mois d'avril 2019 au mois d'avril 2020. Voilà. On peut voir ici, effectivement, que le petit point, là, il n'est pas exactement sur le premier du mois. En fait, ce n'est pas une erreur, c'est que, comme on s'est positionné sur le 5 avril, il prend les 30 jours précédents. Et donc, le mois qu'il va compter, c'est les 30 jours précédant le 5 avril. Ce qui fait que si vous voulez avoir un mois véritablement complet, il vaut mieux mettre du premier au premier. Voilà. Et là, vous voyez le petit point, la valeur, elle est bien sur la date exacte du mois. Ce qui fait que vous aurez les informations précisément pour chaque mois. Voilà. Il peut y avoir un petit décalage, et donc ça se corrige par ce biais-là. Donc n'hésitez pas à être très précis dans vos stats. Vous pouvez mettre le premier du mois ou le dernier jour du mois, ça permettra de bien corriger tout ça. Hein. Vous voyez ici, c'est écrit 12-19, c'est bien la fin du mois de décembre 2019. Voilà. Puisque ça, c'était aussi une des questions qui était posée au niveau des statistiques. Je vais voir s'il y en a d'autres, puisqu'il me semble que j'ai répondu à un certain nombre. Les usages et connexions par ville, donc ça, je vais y aller. Syracuse Analytics, ça, c'est fait. Alors, on va aller ensuite pour générer les statistiques du côté des utilisateurs. Donc, je vais aller dans l'espace d'administration. Donc, je vais voir moi directement dans mon raccourci qui est ici, mais je peux aller ici en cliquant sur Portail. J'en ai parlé un tout petit peu jeudi dernier dans la précédente session, la deuxième session. On va mettre les liens des vidéos des deuxième et première sessions pour que vous puissiez retrouver ces informations. Vous pouvez créer des statistiques. On l'a vu ici. Par exemple, si vous voulez savoir date de création de compte, je le remets parce qu'elle était vraiment importante, cette donnée. Par exemple, vous pouvez voir tous les comptes créés au niveau de l'année 2019. Ça n'a pas beaucoup de sens puisque là, on est sur Culture Tech France et on crée des comptes partenaires. Et vous allez pouvoir voir, vous pouvez faire donc vos propres statistiques pour voir d'où proviennent, à quelle bibliothèque se sont inscrits les utilisateurs. Alors si par exemple, je vais sur un autre, mettons que j'aille sur Culture Tech Maroc. Ce sera un peu plus parlant que d'aller sur Culture Tech France. Voilà. Ici, vous pouvez voir, donc, on a bien mon filtre qui est conservé, c'est bien du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ici, toutes les bibliothèques. Donc là, vous avez vos statistiques qui sont faites sur une année. Vous savez combien il y a d'inscrits à un instant T. Combien de comptes ont été créés pour chacune des bibliothèques.
Ici, vous avez la ville à laquelle ils ont appartenu, donc qui n'est pas forcément la même que la bibliothèque, puisqu'on n'est pas forcément obligé d'habiter dans la ville de l'Institut français ou de l'Alliance française. Vous pouvez voir éventuellement le nombre de comptes qui ont expiré, mais qui ont expiré à la date d'aujourd'hui. Donc, si vous faites ces stats comme aujourd'hui, en mai 2020, ça n'a pas forcément de sens pour les comptes qui ont été créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre. Le 31 décembre 2019. Voilà. Vous pouvez donc faire la différence entre deux genres, si éventuellement vous voulez faire ce type de statistiques. Voilà. N'hésitez pas aussi c'est une nouvelle fonctionnalité, à cliquer ici sur Exporter. Vous pouvez donc télécharger les données au format CSV ou au format Excel. Et là, vous pourrez donc avoir toutes ces informations et vous pourrez donc avoir un tri beaucoup plus fin, notamment si vous souhaitez éventuellement trier en fonction de l'âge des utilisateurs si vous avez demandé de renseigner la date de naissance. Vous pourrez aussi éventuellement récupérer des adresses mail pour les comptes qui sont expirés, pour éventuellement pouvoir faire des relances par bibliothèque pour dire, ben voilà, par exemple ici, je veux tous les comptes qui ont été créés dans l'année 2019, qui ont expiré, et je veux pouvoir relancer, et donc j'exporte au format que vous souhaitez, et vous pouvez donc exporter les adresses mail et faire un mailing, sachant que ça, dans nos conditions d'utilisation, c'est autorisé. Par contre, il n'y a pas de démarchage autre qui peut être fait, c'est forcément pour une réinscription sur CultureTech ou au service de l'Institut français de l'Alliance française. Ça respecte le règlement RGPD. Voilà pour les informations. Une petite demande de précision qui a été faite par l'Institut français de Berlin, donc en Allemagne. Concernant les statistiques, est-il possible de distinguer les primo-inscriptions des réinscriptions? Non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas savoir qui s'est inscrit ou qui s'est réinscrit. C'est un développement qu'on peut éventuellement demander. Je ne sais pas s'il pourra aboutir, mais en tout cas, on peut le demander. Je le note. Hop là, je me fais une petite marque. Je le note. Une deuxième question aussi, toujours de l'Institut français de Berlin, de Gaël, il me semble. Non, c'était la même question. Et non, et c'est bon. Eh bien, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions qui étaient prévues. Donc, c'est un joli score, puisqu'il y en avait plus de 55. Donc, merci à tous d'avoir posé vos questions. Et là, je vais aller voir l'onglet questions pour voir s'il y a éventuellement des choses que l'on peut affiner. Donc, la question de Gaël, il y a une minute. Voilà, je vous la montre ici. Peut-on faire des stades d'inscription et des réinscriptions? Non, aujourd'hui, voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est pas possible, mais on va voir pour un développement. Ah oui, je n'ai pas montré, c'est une très bonne question, Tatiana. Est-ce que Syracuse Analytics, c'est la même chose que Google Analytics? Non, en effet. Je vais vous montrer. Alors, je vais repartager mon écran. J'ai partagé mon écran à nouveau. Alors, j'ai peut-être un message de... Non, c'est bon. Parce que je suis en contact sur mon téléphone avec Marie-Charlotte. Mon téléphone a vibré, mais ce n'était pas Marie-Charlotte. Je ne vous dirai pas qui c'est. Je suis en train de charger l'analytics pour pouvoir vous montrer, et je vais être sûr de bien vous montrer directement. Donc, c'est en train de charger de mon côté, et après, je vous partage mon écran. Alors, hop, hop. Je vous repartage mon écran. Alors non, Syracuse Analytics et Google Analytics, ce n'est pas pareil, notamment parce qu'en fait, les calculs ne sont pas les mêmes. Je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu dessus. Quand un utilisateur se connecte à CultureTech, il est déjà comptabilisé chez Archimède, dans Syracuse Analytics. S'il s'identifie, il va être comptabilisé une deuxième fois. Ça, c'est le genre de choses que Google Analytics ne... minutes, vous avez été actif. Si par exemple, vous êtes une première fois, vous êtes allé vous servir un café, etc. Vous revenez au bout de 25 minutes, vous continuez votre navigation, vous serez toujours dans la même session de navigation.
tant que vous êtes actif dans un délai de 30 minutes. Si par exemple, vous êtes dans votre pause déjeuner, donc vous êtes connecté, vous faites votre pause déjeuner et l'après-midi, vous vous reconnectez, Google Analytics va compter une deuxième session de navigation. Ça vaut donc pour les utilisateurs. On essaie d'enlever les administrateurs de ce décompte. Donc voilà. Ça, c'est les informations donc de Google Analytics. Déjà, il y a une différence. Nous, on a la possibilité, je ne sais pas si par exemple on prend, vous êtes sur les statistiques de Culture Tech Monde, le décompte voilà, peut être un peu différent. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Ces statistiques de Google Analytics, certains pays y ont accès parce qu'on les avait ouverts à l'époque. On a la possibilité de créer que 20 comptes parce qu'on a un compte qui est gratuit. N'hésitez pas à nous solliciter pour en avoir. On s'engage avec Marie-Charlotte à vous communiquer ces statistiques à peu près 2 fois par an. Donc à la demande, n'hésitez pas, on vous donne vos rapports. Donc vous voyez, ça c'est les statistiques de Culture Tech Monde, donc ça fonctionne bien partout dans le monde. Et donc on est capable d'isoler, par exemple, tel pays. Donc ici les statistiques de la Colombie. Ça c'est les statistiques des 7 derniers jours, donc c'est pas forcément très parlant. Voilà. Et on peut les voir en fonction des villes, en fonction des régions. Et on peut essayer d'avoir une analyse un petit peu fine aussi. Donc ça, les nouvelles sessions, par exemple, ça va être des personnes qui sont déjà venues sur une semaine. Donc, par exemple, on peut voir qu'ici à Bogota, 34% des utilisateurs sur une semaine sont nouveaux. Ils ne se sont pas reconnectés. Donc, c'est un chiffre qui montre que la plateforme a attiré des nouveaux utilisateurs, etc. etc. Ça, il n'y a pas de souci. On peut voir ça ensemble. Donc, pour répondre à la question de Tatiana, les statistiques ne sont pas exactement les mêmes. Question de Nevin. Est-ce qu'on peut créer des listes déroulantes concernant les noms des bibliothèques, des villes, etc. Comme ça, les utilisateurs ne l'inventent pas. Absolument. Si vous voulez le faire, il faut nous fournir la liste exacte des bibliothèques et la liste des villes. Attention, faites bien attention au niveau des villes parce qu'il vous faut être exhaustif pour votre pays. Parce que si un utilisateur, alors, il pourra se rapprocher de la liste, de la ville la plus grande, mais n'hésitez pas à nous dire. C'est tout à fait possible. Donc, envoyez-nous la liste ou alors faites-nous signe et on vous envoie un modèle que vous aurez à remplir puisque c'est une démarche manuelle et qui est un petit peu fastidieuse, mais écrivez-nous, on le fait. Nouvelle question de Nevin. Est-ce que l'utilisateur peut se réinscrire sans passer par la médiathèque? Aujourd'hui, normalement, non. Il ne peut pas, puisque c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas autorisée au niveau général dans Culture Tech. Aujourd'hui, s'il souhaite se réinscrire, il faut qu'il s'adresse vers vous ou bien éventuellement qu'il se crée un compte qu'il se crée un nouveau compte. Mais là, s'il se crée un nouveau compte, il perdrait le bénéfice justement de ses abonnements, des prêts passés, des tags et des commentaires qu'il aurait pu laisser. Voilà. Pour l'instant, il doit bien passer par vous. Eh bien, je crois que j'ai répondu à tout, ou que Marie-Charlotte l'a fait. Donc, s'il n'y a plus de questions, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette session de questions-réponses. Ces 3 sessions de questions-réponses. Je viens de rajouter un sondage pour savoir si cette session et les 3 autres ont été utiles. Donc, n'hésitez pas à répondre, pour nous, c'est important. Comme on vous le disait au début, on va faire évoluer le format. On va essayer d'être un peu plus présent aussi avec des petits tutos pour les administrateurs, pour les utilisateurs aussi, histoire de mutualiser. Donc, on est en train de travailler. N'hésitez pas à nous recommander des formats que vous auriez pu voir émerger pendant cette période de confinement. Par ailleurs, vous l'avez vu, on avait lancé une offre spéciale sur Culture Tech. On hésite à la prolonger. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou à nous envoyer un mail pour nous dire. Beaucoup ont déjà répondu, c'est important, merci beaucoup, ça nous aide à justement structurer. C'est pas toujours évident de proposer une communication monde, alors que dans chaque pays, parfois même dans différentes villes, la politique est, notamment dans cette période de confinement, déconfinement,
on attend de la première vague, de la deuxième vague. Voilà, c'est un peu particulier. Donc, on est preneur de vos retours et on va essayer de trouver la meilleure solution qui convienne au maximum, ou en tout cas qui puisse permettre de s'adapter à toutes les situations. Voilà, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas, Marie-Charlotte et moi, on est à votre disposition sur l'adresse mail c'est culturetech@institutfrançais.com. Merci à Marie-Charlotte pour le suivi et tout l'épaulage sur les coulisses de cette session. C'est pas évident. Merci à vous tous d'avoir suivi, d'avoir posé des questions et d'interagir avec nous. C'est toujours un vrai plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée, une très bonne semaine, très bonne continuation, et on se retrouve vite, que ce soit par l'intermédiaire de ces sessions ou éventuellement par des échanges de mails. À très bientôt. Au revoir.